Amis du café, amis de la police, amis d'Au-Poste, bonsoir, il est 18h05, nous avons des petits problèmes de transmission avec notre nouvel invité, Jean-Michel Chausser. Vous êtes là, vous êtes en direct. Votre nom, comment ça se prononce? Schlosser. Il me plaît de vous demander de décliner votre identité. Vous êtes policier, hein, enfin vous avez été policier, donc vous comprenez bien que pour moi c'est un plaisir de vous demander votre nom. Vous avez été 35 ans dans la PJ, ORG, à la formation de la police. On va parler de tout ça. Aujourd'hui, vous êtes sociologue. Vous êtes sociologue depuis combien de temps? Depuis une dizaine d'années maintenant, j'ai commencé de devenir, si je puis dire, chercheur vers la fin de mes fonctions policières. Donc il y a eu une période de tuilage au moment où je me trouvais à la formation, donc ce qui était un avantage pour d'une part, raccrocher un petit peu les humanités, poursuivre des études, reprendre les chemins de la connaissance, hein, puisque la formation, c'est un petit peu ça aussi. Donc, il y a eu une forme de tuilage entre la fin de ma carrière à la formation et le début alors je dirais pas ma nouvelle carrière, parce que c'est pas à 60 ans passés qu'on engage une nouvelle carrière, mais une suite, si On devient dictateur. à devenir chercheur, voilà. Votre nom, il revient souvent dans mes lectures. Je vais plus longuement parler de ça, mais la revue du syndicat de la magistrature, Délibéré, dans laquelle vous avez écrit un papier sur la désaffection de la police judiciaire, et c'est grosso modo beaucoup du sujet qui nous occupe. Là, vous avez aussi, dans Alternative non violente, écrit un papier. Il y a deux grands penseurs, on pourrait dire. Il y a Dominique Monjardet qui revient souvent, et puis il y a Jean-Paul Broder à Montréal, que j'ai eu le plaisir de connaître quand je suis allé vivre là-bas. Broder, c'est notamment celui qui a inventé cette expression du chèque en gris, qui revient souvent dans le chat. Jean-Michel, faut pas se raconter d'histoire. Au début, vous étiez pas très très chaud pour venir dans l'émission. Oh, pas de peur particulière, mais disons que je m'astreins à une voie que je respecte et que j'aime beaucoup, qui est la voie un petit peu du sérieux dans la recherche. Et je ne suis pas d'aucune façon militant dans le sens de la défense de la police. Donc je ne me ferai pas ce soir l'avocat de la police. Pas plus que je ne suis militant dans le sens de son accusation. Et donc je ne me ferai pas non plus de son procureur ce soir. Je suis un chercheur qui essaie d'avoir un regard distancié, avec cette particularité d'avoir un regard distancié et un petit peu plus affiné du fait effectivement de mon ancienne vie, si je puis dire, de mes 35 ans passés dans la police. Vous m'avez confié un papier dont on parlera peu, puisqu'il n'est pas encore paru, qui est à paraître, dans lequel vous expliquez votre regret de voir et d'entendre et de lire beaucoup de réactions sur la police plutôt que de la réflexion. Oui, euh, si vous voulez, il y a le problème le problème de la police, et c'est pas le seul, mais c'est sans doute, et on comprend pourquoi, un fait social, pour reprendre un peu les termes de Mauss, même si je vais éviter dans la mesure du possible de faire trop de sociologie ce soir avec des termes trop scientifiques, et puis en même temps essayer d'éviter aussi le jargonnage policier. De part et d'autre, ça va peut-être pas toujours être facile pour moi, mais plus facile, je pense, pour vos auditeurs. Le charbonnage policier, vous dites? Jargonnage. Ah, jargonnage, ok. Oh, nous on aime bien entendre ça quand même, n'hésitez pas. Pas trop trop, ou alors il faudra les expliquer. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que la police, bon, objet de fascination et de répulsion, ça a déjà été dit, Broder l'a dit également d'ailleurs, c'est souvent sous le coup de l'émotion, sous le coup de l'émotionnel qu'on s'exprime. Et puis il y a aussi beaucoup de condamnations ces derniers temps. Je travaille encore notamment sur une partie intéressante et importante pour moi de la police, qui est la formation. On en parlera peut-être. Oui. Je vais formuler une critique, principalement dans un premier temps du fait de l'institution elle-même, qui est très peu ouverte, hein, qui se laisse très peu voir, sur laquelle il est difficile d'enquêter. C'est difficile d'enquêter sur les enquêteurs. Et de fait, eh bien évidemment, le résultat fait qu'il y a parfois des choses qui sont un petit peu à côté de la plaque, hein, pour le dire de façon un petit peu rapide et vulgaire. Vous regrettez qu'il y ait très peu d'études d'impact sur les réformes de la police nationale, et vous, votre grand dada,
c'est, si je puis me permettre, de ce que j'ai compris, c'est la grande réforme de 95 qui irrigue encore aujourd'hui, de 1995, dont à mon avis il va falloir qu'on parle assez sérieusement aujourd'hui. Mais votre regret, c'est de dire il y a de plus en plus de réformes, un rythme effréné, un rythme constant, et qu'il n'y a en fait jamais de leçons tirées par l'institution, par les syndicats, par les policiers eux-mêmes, en partie parce que justement, c'est ce que vous étiez en train de dire, si j'ai bien compris, parce que finalement l'institution se refuse au regard extérieur. C'est bien ça? C'est aussi tout simplement parce qu'il y a beaucoup de réformes qui ont eu lieu, qui sont suivies, qui sont principalement des réformes qui portent sur les ressources humaines, sur les moyens, sur le matériel. À côté de ça, on mettrait les réformes qui ne concernent pas directement la police, mais dans laquelle la police est directement concernée, c'est paradoxal, sont les réformes pénales, hein, donc qui sont plus des réformes de justice et qui impactent de façon très importante la police, notamment la police judiciaire et son exercice. On aura l'occasion d'y revenir. Mais les policiers ont effectivement assez peu eu l'occasion, et je dirais même l'envie, de faire des constats dans le temps sérieux et poussés sur les résultats de ces réformes. La première raison, c'est que le policier, finalement, c'est quelqu'un de très obéissant, de très républicain, de très démocrate, et que la loi, une fois passée, c'est la loi. On y obéit, et puis finalement, on ne cherche pas à savoir si elle était bien, si elle était moins bien, si on aurait pu faire mieux. Je parle très rapidement et de façon. Vous n'êtes pas en train de parler plutôt de vos souvenirs plutôt que du présent? Parce qu'aujourd'hui, on entend quand même beaucoup de voix contestataires de la police contre les lois qui sont posées, contre le regard qui est posé, etc. Enfin, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans une police obéissante qui obéirait aux lois et aux ordres. Non, parce qu'aujourd'hui, comme hier, vous entendez les syndicats. Les syndicats sont les syndicats qui ont leurs intérêts, qui sont, comme je le disais d'ailleurs, dans une forme de militantisme. Alors, en l'occurrence, militantisme syndical tout à fait légitime et sur lequel je n'ai aucune critique à formuler, mais qui reste du militantisme syndical. Alors, on sait que les syndicats ont un poids extrêmement important dans la police, à tout niveau, sur tous les sujets et dans tous les domaines, on pourrait dire dans tous les compartiments du jeu. Est-ce que les syndicats disent exactement la même chose? Ou plus exactement, est-ce que tous les policiers pensent exactement ce que les syndicats disent? Non. Donc ce qu'il faut écouter, ce sont les policiers de terrain, les policiers qui sont sur le terrain ou dans les bureaux. Les policiers parlent peu. Donc ceux qui sont soit autorisés à parler, soit ceux qui ont un mandat syndical, sont précisément ceux dont on est en train de parler. Ou alors il faut aller chercher des policiers à la retraite, ou alors il faut aller chercher, cas très rare, ce qui est le vôtre, des policiers qui sont devenus sociologues, pour avoir une parole, j'entends une parole publique, parce qu'évidemment on peut tous recueillir des confidences personnelles voilà, ou individuelles, mais c'est très très difficile de percevoir de prendre la température. La température, en fait, on la prend de plus en plus, soit par la voix du ministre, soit par la voix des syndicats, et vous dites c'est pas la bonne température. Vous l'apprendrez très difficilement parce que, comme vous l'avez dit justement, les policiers ne parlent pas. Ils ne parlent pas parce que tout simplement, ils n'ont pas l'autorisation de parler, étant tenu qu'ils sont par un droit de réserve, et un droit de réserve très important dans la police nationale. Et au-delà du droit de réserve, j'y ajoute d'ailleurs pour certains le secret de l'enquête et le secret de l'instruction, même si on pourrait dire beaucoup de choses sur le secret de l'instruction, mais c'est un autre débat. Donc les policiers ne parlent pas. Seuls s'expriment effectivement les syndicats, et vous aurez parfois des policiers en retraite qui s'expriment ou qui sont en dehors du banc de la société policière. Moi, j'observe, j'ai observé encore dans un passé récent que beaucoup de ces policiers qui s'expriment ont souvent, allez, on va dire quelques comptes à régler avec l'institution ou sont partis en étant quelque peu en délicatesse avec l'institution. C'est effectivement vous avez peu de témoins actuels, directs, qui sont en capacité ou en volonté de dépeindre exactement l'institution. Et je terminerai sur ce sujet en disant qu'il est difficile
de dépeindre l'institution. Alors, il y a un truc que vous connaissez bien, c'est la PJ. Vous avez travaillé combien d'années en PJ? En tout, 17 ans, 17-18 ans déjà. 17 ans en PJ, c'est-à-dire vous étiez au 36 quai des Orfèvres, vous étiez à Paris ou vous étiez ailleurs? Non, j'ai toujours été à Paris. Je dépendais, si vous voulez, administrativement du 36, puisque le 36 qui est des Orfèvres était, hein, c'est plus le cas maintenant, puisque vous savez Oui. qu'il a déménagé, hein, était le siège de la direction de la police judiciaire, qui couvrait tous les services PJ de la préfecture de police, à savoir à l'époque les commissariats PJ de quartier, dans lesquels j'étais pour certains, les divisions, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui les districts de police judiciaire, mais qui se sont appelés auparavant les divisions de police judiciaire, et qui se sont même appelés, avant que j'ai connu cette époque-là aussi, les brigades territoriales, et puis qui comportent, alors dans lesquelles j'ai été, et qui comportent également les fameuses brigades de direction, ce qu'on appelait les brigades de direction, à savoir les brigades les plus connues, la brigade criminelle, la BRB, la BRI, les stupéfiants, le proxénétisme, les mineurs, voilà, tout ça c'était l'organisation des directions actives ou très actives de la PJ, sachant qu'à côté de ça, bien sûr, il y a d'autres services extrêmement importants qui prennent de plus en plus d'importance. Je pense bien sûr à l'identité judiciaire, hein, avec le côté technique, scientifique aujourd'hui qui devient, j'ai presque envie de dire, la part prépondérante des enquêtes de police. Alors, ce qui m'a donné envie de vous inviter, c'était votre article La police d'investigation de la fascination, la désaffection, qui est paru dans la revue Délibéré, qui est la revue du syndicat de la magistrature, bien connue de nos services. Mais alors, avant de démarrer l'entretien, en 2 mots, c'est quoi la structure de la police judiciaire et c'est quoi ses missions? La police judiciaire, c'est 2 choses. D'une part, c'est une structure, et d'autre part, ce sont des actes. Et d'ailleurs, cette différence s'inscrit même puisque lorsque l'on parle de la police judiciaire, structure, direction, je vais expliquer tout de suite, on l'écrit avec un grand P et un grand J. Et lorsqu'on écrit les missions, les actes, les actions de la police judiciaire, c'est un petit P et un petit J. Donc vous voyez, il y a même un distinguo à l'écrit, d'où l'importance. Alors la PJ, structure, direction, c'est quoi? C'est la direction de la police judiciaire telle qu'elle a été créée par Clemenceau. Je profite de cette citation pour rappeler que Clemenceau disait à l'époque que la police judiciaire est la seule police qu'une démocratie puisse avouer. L'APJ, c'est donc une direction, comme les grandes directions de l'administration, qui est chargée, conformément à l'article 14 du Code de procédure pénale. On ne va pas faire trop de droit ce soir. Hein. Non, non. Mais c'est important d'identifier, d'interpeller et de déférer à la justice les auteurs de crimes ou de délits, crimes et délits prévus et réprimés par le législateur, c'est-à-dire qui se trouvent listés dans le Code pénal. Cette direction de la police judiciaire, c'est donc une direction, là on en parlait à l'instant de la direction du 36 quai des Orfèvres, hein, de la direction PJ. Il existe également son équivalent au ministère de l'Intérieur, la direction centrale de la police judiciaire, qui coiffe les grands offices centraux, les grands services centraux, la traite des êtres humains, l'office central de la grande délinquance financière, etc., ainsi que les délégations, les délégations interrégionales de la police judiciaire, ce qu'on appelait les SRPJ auparavant, hein, donc tout un maillage territorial. Ça, c'est l'organisation, si vous voulez, institutionnelle, administrative, qu'on appelle la police judiciaire, et qu'il faut distinguer d'autres directions que sont la sécurité publique, la police aux frontières, les CRS, etc., etc. Et puis, il y a la PJ dans le sens de la mission de police judiciaire. Cette mission de police judiciaire, ce sont les actes qui se réfèrent au fameux article 14 que je vous ai cité il y a 2 minutes, toutes les missions qui concourent à la mise en œuvre de ces actes par la réalisation de procédures, qui sont des missions de police judiciaire, à distinguer des missions de police administrative. Et en ce sens, ces missions de police judiciaire peuvent être remplies bien évidemment par les fonctionnaires qui dépendent de la direction grand P, grand J de la police judiciaire,
mais également par des fonctionnaires qui dépendent d'autres directions. En sécurité publique, vous avez les gardiens de la paix que vous voyez dans la rue, hein, que vous croisez tous les jours, qu'on appelle la police du citoyen, la police du quotidien, mais vous avez également des gens qui font de l'investigation. Et ces gens-là, bien qu'ils n'appartenant pas à la direction de la police judiciaire, remplissent malgré tout des missions de police judiciaire. Je vous prends un autre exemple, la Direction générale de la sécurité intérieure, dont la première mission est le renseignement. Eh bien, lorsque des agents de la DGSI établissent des procédures, alors principalement actuellement s'agissant d'affaires de terrorisme, eh bien, ils sont dans des actions de police judiciaire. Ils font de la police judiciaire. Et ce qui veut dire qu'il n'y a qu'une seule direction de la police judiciaire, mais dans toutes les autres directions, on peut faire de la PJ, c'est-à-dire qu'on fait des actes de police judiciaire. Tout ça pour faire la distinction entre les actes de police administrative et les actes de police judiciaire. Jean-Michel Chausser, c'est très intéressant ce que vous dites parce que moi je trouve que ça traduit quelque chose de terriblement ennuyeux. Je ne dis pas que vous êtes ennuyeux, mais je veux dire par là que on va y venir, puisqu'on va parler de la désaffection de la PJ, mais une des raisons qui expliquerait la désaffection, c'est l'idée qu'il y a une procédure de plus en plus lourde, qu'il y a justement des distinguos entre police judiciaire, police administrative, le chef, qu'il faut contenter. Est-ce que vous confirmez que, par exemple, c'est ce qui vous a fait quitter la police, éventuellement, ce côté extrêmement lourd dans la procédure, dans les services, parce que là, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est Brésil, quoi. C'est extrêmement compliqué. Il y a le service, le sous-service, le sous-sous-service, etc. L'organisation ou les organisations administratives des différentes directions, des différents services de la police nationale, c'est extrêmement compliqué. C'est vrai que c'est un enjeu. C'est le bordel, faut le dire. Oui, mais vous savez, pas plus que d'autres administrations. Moi, j'ai découvert, donc, il y a quelques années, l'organisation du ministère de l'Éducation nationale et plus spécialement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Sacré bordel aussi, hein, pour employer votre expression, entre les acronymes, les différentes directions, sous-directions, bureaux, services, on ne s'y retrouve plus. La lourdeur de la procédure dont on va parler, ça n'a pas de rapport avec la lourdeur, si je puis dire, ou la difficulté d'aborder toutes les arcanes des différentes directions ou des différents services PJ. La lourdeur de la procédure, elle tient aux actes mêmes. Alors, si vous voulez, on pourrait, pour faciliter peut-être la compréhension, utiliser une autre expression. À la place de mission de PJ, je vous propose d'utiliser le terme d'investigation. C'est pour ça que je parle d'une désaffection de l'investigation. Jean-Michel, aujourd'hui, la presse s'intéresse de plus en plus à des faux en écriture qui sont le fait d'officiers de police judiciaire. Vous disiez tout à l'heure, Clémenceau ne revendiquait qu'une seule police, la PJ, comme la police la plus respectable, la plus belle, et on peut le dire, c'est celle qui, effectivement, c'est celle de Maigret, c'est celle de Gabin, c'est celle du 36 quai des Orfèvres, et voilà, c'est celle-ci, celle qui est accompagnée de mythologie. Sauf qu'aujourd'hui, c'est aussi celle-là dont on apprend de plus en plus. Est-ce que c'est un effet de loupe parce que les médias ont décidé de s'y intéresser, ou est-ce qu'il y a effectivement une nouveauté? La PJ n'est plus aussi sacro-sainte qu'elle l'était. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Est-ce que vous faites référence aux articles de presse qui concernent très récemment l'affaire de Viry? Entre autres, mais pas uniquement. Voilà. Ce sont bien des OPJ qui... Alors, OPJ, alors là encore, je vais devoir devenir un petit peu plus complexe, excusez-moi. Les OPJ et les APJ, parce qu'il n'y a pas que les officiers de police judiciaire, il y a aussi des agents de police judiciaire qui concourent à la mission. Alors ça, c'est des encore plus petits PJ, c'est tout petit. Oui, alors pour le dire, ce sont, ils ont exactement la même fonction et les mêmes missions que les OPJ. La seule différence, c'est qu'ils disposent de moins de droits, leur qualité judiciaire ne leur octroie pas autant de droits qu'un OPJ. Par exemple, ils n'ont pas le droit de mettre en garde à vue. Ils n'ont pas le droit de mener des perquisitions, par exemple. C'est la différence. Hein. Et sur les faux, alors, qu'est-ce que vous dites sur les faux en écriture?
sur le fait qu'il y a ce qu'on appelle en langage, puisqu'on peut employer un peu de jargon, l'habillage, un peu de cuisine interne, où on modifie des choses. C'est absolument, d'une part, interdit par la loi et d'autre part, antidéontologique. Que voulez-vous que je vous dise de plus? C'est ma réaction. Et en plus, je vois pas l'intérêt que ça. Enfin, c'est pas vraiment constructif. Enfin, c'est condamnable, c'est interdit, et à terme, ça ne sert à rien. Enfin, la justice va passer, et la justice, bien évidemment, va découvrir et fera le lit de ces erreurs qui sont plus que des erreurs, qui sont des fautes. Quand vous lisez des choses comme ça, qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? Ça me dérange parce que, encore une fois, euh, c'est contre la loi, c'est contre-productif. Permettez-moi de vous citer un film, parce que je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais c'est aussi très important. Il y a un film qui est sorti il y a des années, qui est assez proche de la réalité, qui s'appelait La guerre des polices. Et on prête donc cette réplique à Claude Rich dans le film, qui dit, je cite, et je trouve ça très vrai, moi, vous savez, l'ordre, je m'en fous, je serais même à la limite un excellent fouteur de bordel. Moi, ce qui compte pour moi, c'est la loi. Eh bien, vous avez tout l'esprit PJ dans cette phrase. Et c'est à partir de cette phrase que je raisonne à la fois RAI et à la fois R et accent aigu à propos de votre question sur les faux en écriture. Voilà. C'est la loi qui compte. J'ai lu sous votre plume une ritournelle, dites-vous. Au moins un inspecteur, il inspecte. Un officier, il fait quoi? Il officie, point d'interrogation. Avant 95, il y avait euh, deux polices, vous voulez, ou deux formes de police. D'un côté, vous aviez la police en tenue, hein, qui, comme son nom l'indique, euh, étaient des fonctionnaires qui portaient l'uniforme, hein, et dont il y avait deux types de missions, deux grands types de missions régaliennes. La première, c'était la sécurité publique, la police de tous les jours, hein, la police secours, les patrouilles, les pilotages, telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. Et puis le deuxième pendant, qui était l'ordre public. L'ordre public qui concernait le maintien et le rétablissement de l'ordre public. À côté de cette police en tenue, vous aviez la police en civil, enfin la police dite en civil, qui, comme son nom l'indique, était composée de gens qui ne portaient pas d'uniforme, et avec également ça, ses propres moyens, ses propres missions, ses propres hiérarchies. Cette police en civil, elle couvrait les autres missions régaliennes, à savoir l'investigation judiciaire, donc la police judiciaire, puis l'investigation en sécurité publique, mais le côté investigation uniquement, ceux qui font des enquêtes, et puis l'autre grand pan régalien également, tout ce qui est de l'ordre du renseignement qu'on qualifie aujourd'hui de renseignement intérieur, hein, qu'on qualifiait à l'époque de renseignement généraux, ainsi que tout ce qui relevait du contre-espionnage et de la garantie de la défense des intérêts fondamentaux de la nation, c'est-à-dire la DST, ce qu'on pourrait appeler la DGSI aujourd'hui. Voilà. Je vous coupe une seconde, Jean-Michel, puisque ici dans le chat, vous savez, les gens sont curieux. Quand vous étiez RG à Paris ou pas? RG Paris, oui. Juste pour que chacun sache s'il a eu affaire à vous ou pas, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça. Et si d'avance vous avez une question, mais que faisait-il exactement au RG à Paris? Évidemment, je ne répondrai pas. Je vous le dis tout de suite. Évidemment. Alors, Mais on le saura tôt ou tard. voilà. Au-delà de l'aspect civil d'un côté, tenu de l'autre, qui n'est finalement que l'arbre qui cache la forêt, il faut savoir qu'il y avait derrière tout ce que j'appelle moi un pan de professionnalité. C'est-à-dire lorsque vous rentriez dans la police, en fonction évidemment du niveau de diplôme qui était requis. Hein. Par exemple, vous n'aviez pas le bac, eh bien vous disiez je vais être gardien de la paix ou enquêteur. Vous saviez qu'en rentrant comme gardien de la paix, vous feriez et vous ne feriez que de la sécurité publique ou de l'ordre public du maintien de l'ordre.
La sécurité publique, il faut dire ce que c'est, un petit peu. C'est police secours. C'est toute la police en plus qu'on voit tous les jours dans la rue. C'est le commissariat du quartier, hein, police secours, les BAC aujourd'hui. Hein. Lila Ducré qui vous demande les féminicides sont classés dans quelle catégorie? Vous l'avez dit, féminicide c'est homicide, donc c'est la PJ avec un grand P et un grand J. Alors, Non? je vais encore vous décevoir. Ah mais ça devient pénible. Je vais encore vous décevoir. En principe, oui, mais seul le parquet, qui a l'opportunité des poursuites, a également l'opportunité de saisir tel ou tel service. Si c'est un homicide dont on peut penser détenir les tenants et les aboutissants dès le début de l'enquête, parce qu'il y a déjà beaucoup de preuves, ou tout simplement parce que l'auteur est déjà sur place, le procureur de la République peut décider de saisir un service moins important. Sur le distinguo entre les missions des uns et des autres, alors qu'ils font de la PJ avec ou sans majuscule, est-ce que ça signifie qu'il y a dans les commissariats les chevaliers, les seigneurs, ceux qui sont particulièrement, voilà, les cadors, qui seraient la PJ avec les majuscules, et les autres, ou est-ce que, au fil du temps, avec l'apparition notamment des bacs, les seigneurs sont pas devenus plutôt bon, ceux qui font des interpelles, ceux qui font du saut de dessus, et qui sont plutôt ceux qui attirent notamment les jeunes recrues. Moi, c'est ce qu'on me dit. Alors, c'est à la fois très vrai et à la fois très faux. Oui, bien sûr, il y a quelque chose de l'ordre de la caste, vous avez employé le terme de chevalerie, je le reprends à mon compte, il est très juste. Les seigneurs de la guerre, c'était la PJ à une certaine époque. Quand j'étais jeune policier, on me disait il n'y a pas de petites ou de grandes affaires. Il y a des affaires. Donc il n'y a pas de petits ou de grands policiers. D'abord parce qu'on n'est jamais un policier seul. Un policier tout seul ne fait jamais rien. C'est du travail d'équipe. Hein. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, la PJ a été considérée comme étant un peu l'élite, si vous voulez, de la police. Et alors, cette guerre, j'emploie le terme à dessein. Cette guerre, elle était très importante justement à l'époque où il existait une police en tenue et une police en civil. Pour info, je le dis pour vos auditeurs, depuis 1995, tous les policiers sont dotés d'une tenue d'uniforme, où j'irais peut-être un peu dans votre sens, et j'ajoute malheureusement, c'est qu'on voit de plus en plus ces dernières années que la PJ délaisserait un petit peu la partie terrain, au profit d'unités spécialisées. Moi, à mon époque, qui n'est pourtant pas si vieille que ça, je suis un diplodocus, mais enfin, on n'a encore pas besoin de carbone 14 pour me donner mon âge. Lorsqu'on nous demandait d'aller arrêter quelqu'un le matin à 6 heures, par exemple, on y allait nous-mêmes. Aujourd'hui, de plus en plus, on envoie des unités spécialisées. Alors, les BAT, mais on envoie même la BRI. Il y a quand même toujours cette différence qui fait que oui, peut-être que les rois de l'enquête et des grosses affaires, puisque c'est prévu comme ça, resterait la PJ. C'était les premiers du classement, vous voyez, qui choisissaient la PJ. Est-ce que policiers en civil ou en tenue doivent porter le brassard? La question du brassard est une question qui revient souvent, le brassard police, une question de Lila Ducré. Alors, par les policiers en tenue, qui sont en tenue d'uniforme, évidemment non. En revanche, bien évidemment, à partir du moment où le policier est en civil, il doit porter son brassard, puisque c'est justement la façon d'identifier. Étant entendu que il ne doit porter son brassard qu'au moment de l'interpellation. Revue délibérée dont je parle depuis tout à l'heure, la police d'investigation de la fascination à la désaffection, Jean-Michel Schlosser, c'est vous, et vous nous donnez les raisons principales de cette désaffection. Manque de reconnaissance, réponse pénale insuffisante, distanciation relationnelle avec les magistrats, mais surtout lourdeur de la procédure qui, malgré les promesses d'allègement, s'est encore complexifiée. Tels sont les principaux griefs que les enquêteurs aujourd'hui expriment, alors que le mot investigation continue d'exercer un attrait dans la profession. On rentrait dans la police pour être inspecteur, pour arrêter des voyous, pour faire de la procédure, comme d'autres rentraient dans la police pour faire du secours aux blessés, du secours aux victimes, ou faire du maintien de l'ordre. En 1995, tout ça a été cassé,
puisque à partir du moment où il n'y a plus de distinguo dès l'entrée, aujourd'hui, quand un jeune rentre dans la police, il ne sait pas s'il fera de l'investigation, s'il fera du renseignement, s'il fera du maintien de l'ordre. Il ne sait pas. Il le saura à la sortie de l'école, au moment du classement, en fonction des classes. C'est le classement qui va décider. Tout à fait. Oui. Est-ce que, et d'ailleurs c'est ce que vous demande Rachid, est-ce que cette frustration à l'affectation n'expliquerait pas certains problèmes de la police? Je ne pense pas, parce que c'était pareil il y a 30 ou 40 ans. On ne savait pas non plus. Avant 95, si vous passiez un concours en civil, vous étiez sûr d'être en civil. Vous n'alliez pas vous retrouver en tenue. Et si vous passiez un concours en tenue, vous ne vous seriez pas retrouvé en civil. Donc ça limitait déjà la sortie. Vous saviez qu'étant passant le concours d'inspecteur avant 95, vous alliez vous retrouver ou à faire de l'investigation ou du renseignement. Dans les raisons de la désaffection, il y a des choses qui m'ont étonné. Distanciation relationnelle avec les magistrats. Les relations avec les magistrats ont changé. Pendant des années, si vous voulez, les policiers de PJ avaient l'impression, qui était une impression assez juste d'ailleurs, d'avoir à côté d'eux, je ne dis pas en face, je dis bien à côté d'eux, des magistrats, procureurs de la République pour le parquet et juge d'instruction, qui allaient dans le sens de l'enquête, qui allaient dans le sens de, allez, pour le dire un peu trivialement, la défense de la veuve et de l'orphelin. Et on est tous dans le même bateau et on est là pour arrêter des voyous, mettre fin aux crimes, aux délits, et on collabore dans le cadre de l'enquête, etc. Aujourd'hui, ces relations ont changé. C'est vrai que les policiers, en tout cas les jeunes policiers, moi, avec lesquels je me suis entretenu, font remonter qu'il y a une plus grande distanciation sociale. Alors, au sens de la distanciation sociale dont aurait pu nous parler Bourdieu, hein. Je suis magistrat, j'ai fait l'ENM, j'ai bac plus 8, alors que vous êtes gardien de la paix, vous avez à peine le bac encore, etc. Les magistrats ne vont peut-être plus dans le sens que celui que leurs anciens exprimaient, que j'exprimais hein, il y a 2 minutes. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'aurait pas affaire à des censeurs plutôt qu'à des gens qui sont épaule contre épaule avec nous dans la lutte contre le banditisme. Petite digression, permettez-moi, mais très rapide, je vous rassure. Allez-y, allez-y, on a le temps ici, vous savez, vous êtes au poste. Moi j'ai le droit à 48 heures avec vous. Alors, Non, soyez pas inquiets, soyez pas inquiets. Petite digression sur la philosophie du droit, très rapidement, le droit pénal français de tout temps, la victime, il s'en fout. Le droit pénal, c'est la victime, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est le dommage causé à l'État, le dommage causé à la société, d'où le parquet, le procureur de la République, etc. Et puis, l'auteur, d'où les droits de la défense. Là. Il n'y a que ces dernières années, ces 20 ou 30 dernières années, c'est tout récent dans l'histoire du droit pénal français, qu'on a vu apparaître des prises de position, mais également de décisions qui vont beaucoup plus dans le sens de la défense de la victime, du droit des victimes, de la reconnaissance du droit des victimes. Les policiers estiment que cette prééminence accordée au droit de la défense oblige de facto à l'écriture procédurale de procès-verbaux par dizaines pour préciser des choses qui sont anecdotiques. Je vous cite, ou plus exactement, donc dans la revue Délibéré, syndicat de la magistrature, qu'on a reçu ici, bien connu de nos services comme je le disais, je cite Patricia, que vous citez, « Ce qui compte aujourd'hui, c'est le temps de l'information à tout prix », c'est ce que vous étiez en train de dire, j'ai l'impression, la transmission d'informations à la hiérarchie, le temps judiciaire n'est pas leur temps, avant c'était plutôt en fin d'enquête, maintenant c'est à chaque étape, presque toutes les 10 minutes. En plus de ça, il y a tous les tableaux, les statistiques qui sont demandés par semaine et par mois. On finit par se dire, donc à des commandants fonctionnels PJ, qu'on n'est plus là que pour faire des stats. La grande question devient, on enquête quand? Alors, c'est le pendant de 95. Quand je vous ai dit tout à l'heure, je vais revenir à 95. Il y a d'une part tout ce travail énorme de compte-rendu pour les droits de la défense, de procès-verbaux qui sont très anecdotiques, mais il faut rajouter à ça 2 choses qui là aussi fait que beaucoup de gens veulent quitter l'investigation. Le poids de la hiérarchie, qui effectivement, comme le dit cette fonctionnaire que j'ai citée, là où la hiérarchie venait s'enquérir il y a quelques années, au bout de 24 ou 48 heures de garde à vue,
Qu'en était-il de l'affaire? Aujourd'hui, c'est tous les 5 minutes. Il faut... Mais c'est tous les 5 minutes pour qui? Pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Qui demande toutes les 5 minutes? C'est BFM? C'est CNews qui appelle? C'est quoi? C'est Dominique Rizet qui veut savoir ce qui se passe? La direction et la hiérarchie administrative. Oui, mais qui demande à la hiérarchie des comptes toutes les 5 minutes? Au-delà des commissaires, vous avez des contrôleurs. Au-delà des contrôleurs, vous avez des préfets. Au-delà de... Ouais. C'est l'administration. Mais alors, c'est multiplié par... Et par exemple, c'est l'informatisation qui permet ça L'informatisation, elle a obligé ou elle a entraîné un surcroît de travail qui est de l'ordre du troisième facteur que je vais vous citer et qui est également un avatar de 1995, c'est la fameuse LOLF, loi d'orientation sur les lois de finances, qui a entraîné son bras armé, les RGPP, non pas renseignements généraux de la préfecture de police, mais révision générale des politiques publiques, et qui ont amené l'administration dans une dimension comptable plus qu'une dimension policière, au sens de la sociologie des professions, si vous voulez. Et cette détermination comptable, alors on se souvient, hein, c'est les indicateurs de performance, hein, oui. voulu notamment par le ministère Sarkozy, c'est la culture du résultat. Alors tout ça a entraîné les services à avoir des missions qui sont venues gréver en plus leur temps et leurs travaux, qui sont des missions relevant, pour le dire simplement, du contrôle de gestion. C'est la raison pour laquelle cette enquêtrice vous dit quand est-ce qu'on enquête. Je me fais l'avocat du diable, j'adore ça, surtout face à un policier ou un ancien policier, hein, c'est comme ça. J'ai des copains avocats qui me disent, mais quand les policiers se plaignent de ça, en fait, ce qu'ils oublient, c'est de dire que y a des logiciels qui sont tout prêts, notamment pour les PV, où il y a quand même beaucoup de choses qui sont déjà préenregistrées. Par exemple, l'introduction du PV, nous entendons machin, nanana, à tel endroit, etc. Et que finalement, lourdeur procédurale certes, mais il y a aussi des applications, des logiciels qui allègent les choses. Ce dont il parle s'appelle le LRPPN, logiciel de rédaction de procédure de la police nationale. Pour aller vraiment très vite sur LRPPN, il faut pratiquement être informaticien. Je force le trait, mais très peu. C'est un logiciel dont tous les procéduriers vous diront énormément de mal. Alors oui, il a été fait pour aller plus vite, mais en fait, son utilisation effective tous les jours, alors pour des raisons qui sont... On prendrait trop de temps là, puis ce serait trop technique. Mais si vous avez l'occasion un jour d'aller voir ça dans un service de police, faites-vous expliquer l'RPPN par un enquêteur. Vous allez voir, c'est la bouteille à l'encre. Voilà. Donc en fait, d'aller plus vite, pas tant que ça. J'accélère parce que je vois que le temps passe. Dernière citation de votre article. Vous écrivez dans la revue Délibérée, les jeunes officiers se voient promettre le commandement d'unités plus importantes et se tournent maintenant prioritairement vers les services de sécurité ou d'ordre public, plutôt que la PJ, qui leur permettent l'exercice d'un véritable commandement très commun à la nouvelle évolution du corps. Donc, si je comprends bien, il vaut mieux aller en bac ou en sécurité publique, en CSI, etc., parce qu'on sera plus vite chef, c'est ça? Alors, en tout cas, vous aurez plus vite chef en termes de grade, bon, ce sera pareil, maintenant l'avancement est automatique. En revanche, vous aurez un véritable commandement, hein, c'est-à-dire beaucoup plus de personnel sous vos ordres. PJ, ça reste des petites équipes, hein, de 4, 5 ou 6 ou 8 grand maximum. Hein. La réforme de 95 a engagé aussi avec la LOLF un grand changement de mentalité dans la police et aujourd'hui, reproche aussi que font les pégistes, on aurait plutôt au niveau des officiers une vocation gestionnaire plutôt qu'une vocation d'enquêteur. Ça revient souvent sous votre plume, l'idée que les jeunes policiers rechigneraient à faire des heures sup ou auraient perdu l'allant des générations précédentes comme la vôtre. Est-ce que c'est pas un discours un peu de vieux schnock? Alors, je le pensais au début,
Je le pensais au début et je me suis aperçu, là encore, en allant sur le terrain et en faisant des entretiens ou des observations, que malheureusement, non, c'est pas un discours de vieux schnock. Je viens de mettre à l'écran donc un article que vous avez co-signé avec Frédéric Octo, sociologue réputé s'il en est, la fin d'un modèle de sécurité publique à la française. Je vais juste citer une chose de cet article parce que je voudrais vraiment qu'on passe à la formation. Vous expliquez la politique du chiffre avec ces termes-là, politique du chiffre qui est arrivée de manière massive avec Nicolas Sarkozy en 2005, mais qui était un peu dans les tuyaux avant. Je vous cite, dans la lente mutation de l'appareil de sécurité publique français, la pénétration de l'idéologie managériale, de la réédition des comptes par les indicateurs de performance a contribué à saper les fondements de stabilité du modèle, entre guillemets, au cours des années 2000. Comment vous l'avez, parce que je pense qu'en 2005 vous étiez encore en fonction, ça s'est traduit comment et comment vous avez ressenti les choses? Exactement de la façon dont on vient d'en parler depuis 10 minutes, hein, à savoir que bon, la politique du chiffre, elle a toujours plus ou moins existé dans la police, et quelque part, on peut pas entièrement la condamner. Le policier doit rendre des comptes, le policier doit exercer son métier et expliquer ce qu'il fait, comment il le fait, et quels sont les résultats qu'il a. La garantie des droits de l'homme nécessite l'instauration d'une force publique pour le bénéfice de tous et non de l'intérêt particulier de ceux qui l'emploient. Hein, c'est-à-dire que la police, elle est au service du peuple. Et elle agit ouvertement. Voilà. Alors, au service du peuple, il faudrait en parler avec des constitutionnalistes qui n'ont peut-être pas la même vision, mais ce sera un autre débat. Mais en revanche, où on va trouver un point d'accord, je pense, c'est que de ce fait, elle a des comptes à rendre. Il y a eu une dimension nettement managériale qui est arrivée et qui a, si vous voulez, pratiquement noyer, si je puis dire, bon, le terme est peut-être un peu fort, mais noyer certains services de police sous une demande de chiffres, enfin bon, c'était un travail administratif très conséquent. C'est vrai que ça a un petit peu déstabilisé le policier qui, d'enquêteurs qui avaient des responsabilités pénales, judiciaires, plus des responsabilités managériales d'encadrement d'équipe, bah, c'est tout d'un coup muet en administrateur. Le chat réagit beaucoup en disant que la politique du chiffre s'est surtout abattue sur les classes laborieuses, les classes inférieures, pour étourdir, puisqu'il y aurait des classes supérieures, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que finalement on est allé, pour faire du chiffre, emmerder plutôt les classes laborieuses, selon le vieux principe du 19e siècle, classe laborieuse, classe dangereuse, etc. Non, je ne sais pas. Alors, il est évident, je vois à quoi vous faites référence et vous avez raison. Le fait de devoir augmenter absolument le chiffre en multipliant des affaires qui sont faites rapidement, c'est-à-dire des infractions à la législation sur les étrangers ou des petites infractions à la législation sur les stupéfiants, on conduit effectivement des opérations en direction d'un public qui est, comment aurait dit Bourdieu, Je sais pas, allez-y. comme vous l'avez dépeint tout à l'heure. C'est Voilà. ça. C'est Alors, je ne ça. sais pas s'il faut rapprocher. Il y a beaucoup de bourdieusiens dans la police? Vous Je avez ne sais dû... rien du tout. Oh, arrêtez. À la machine à café, on discute quand même un petit peu, non? Vous avez dû Assez vous rarement. sentir un peu seul quand même, non? Assez, euh, oui, mais c'est pas gênant. Il y a une question de Lightman. Est-ce qu'il y a des conflits importants de génération dans la police? Non, parce qu'il y a toujours eu une relative, euh, plus qu'une relative d'ailleurs, il y a toujours une déférence importante des jeunes vis-à-vis de leurs anciens. On rentre dans une maison qui est difficile, dans un métier qui est difficile, dans une maison qui est fermée, qui ne pardonne pas beaucoup. On va faire un métier difficile, on va faire un métier dangereux. Bon, on reconnaît aux anciens le fait qu'ils vont nous aider, que ce vont être eux, nos maîtres d'ouvrage, si vous préférez. Et puis ensuite, il y a une forme de tuilage qui s'effectue
les générations se succèdent, se passent la main. Non, il n'y a pas de... Je dirais que ça se passe plutôt bien. Alors, il y a un effet, il y a un effet étrange, c'est que d'un côté, je crois que vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que les gens qui sont recrutés avec un niveau bien supérieur à 20 ou 30 ans. En revanche, on les accepte avec 7 sur 20. Oui, et ça c'est la problématique. Alors d'une part de l'intégration dans le corps des gardiens de la paix des ADS, adjoints de sécurité, hein, emploi jeune de la police nationale. Et puis c'est aussi indirectement le résultat du renforcement des recrutements, hein, dû à la baisse des effectifs. Un recrutement de masse s'effectue toujours euh, contre la qualité, bien évidemment. On peut pas faire à la fois de la masse et de l'élite, si tant est qu'on veuille de l'élite, mais ça, ce sera un autre débat. Mais évidemment, c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Il y a eu des gens qui ont été pris à des niveaux faibles, y compris au niveau physique, d'ailleurs, ce qui peut poser un problème, avec aussi un problème physique important qui touche aussi les jeunes policiers, comme les jeunes Français, c'est l'obésité. Voilà, encore un sujet dont on pourrait parler, qui est important. Alors, on aborde le dernier tournant de l'émission, qui est celui de la formation, notamment. Alors, vous avez été formateur combien de temps? 11 ans. Ah ouais, quand même. Oui. Plutôt en fin de carrière, j'imagine. Ah, j'ai terminé ma carrière à la formation. C'est un placard ou c'était une volonté de votre part? Non, non, c'était une volonté de ma part. Vous vouliez transmettre? Oui, tout à fait. Et transmettre quoi? Transmettre les bonnes pratiques, transmettre le métier. Alors au départ la procédure pénale, et puis très rapidement j'ai quitté le monde de la procédure pénale pour rentrer dans celui des sciences humaines. Et j'ai été, alors là encore, un peu une sorte d'ovni, puisque j'ai commencé d'essayer modestement d'intégrer quelques contenus avec une coloration un peu SHS, sciences humaines et sociales, si vous voulez, dans la formation des policiers. Alors, via le management au départ, hein, en essayant d'avoir un management un petit peu plus ouvert, un petit peu plus moderne, et puis après, directement, en essayant de parler un peu de sociologie, un peu d'anthropologie, et pourquoi pas même de philosophie, à l'occasion d'exposer sur la déontologie, où la déontologie c'est bien, mais l'éthique c'est mieux. Voyez, voilà ce que j'ai fait à la formation. Si j'en crois la lecture de cette petite brochure publiée par... Donc la brochure s'appelle Alternative non violente, quelque chose qui existe depuis les années 70. Dans le numéro 198 de mars dernier, 2021, il y a un dossier police, force de l'ordre ou gardien de la paix, point d'interrogation, dans lequel vous intervenez là aussi, au titre justement d'ancien formateur de police, ancien policier vous-même, hein, un outil à réinventer, des contenus à repenser, dites-vous. Et alors vous démarrez sur le Beauvau de la sécurité, hein, en expliquant votre désarroi, on va dire ça comme ça. Beauvau de la sécurité, dont effectivement la deuxième table ronde, je crois, portait sur la formation, c'était le vide abyssal, avec une seule chose qui était un peu prévue, qui était de dire peut-être qu'on pourrait monter une police académie, hein, c'était comme une académie de police, hein, à l'américaine. Quand Gérald Darmanin en parlait, c'était quelque chose qui semblait un peu loin, et puis je crois que c'est Macron lui-même, ou Castel, je ne sais plus, un des deux, qui a annoncé qu'il y aurait une académie de police sur le modèle américain. Ça vous fait doucement rigoler, j'imagine. C'est un des vieux serpents de mer. L'Académie de police, on en parle depuis plus de 20 ans. J'ai entendu parler d'une académie de police à Bordeaux, après à Lyon, après plus récemment, c'était à Montpellier. Hein, bon. C'est quelque chose qui est évoqué depuis des années et puis dont on ne voit pas le jour. Alors, à mon avis, il y aurait des choses plus importantes et plus urgentes à faire, mais cette académie de police, au moins, permettrait une chose, c'est-à-dire permettrait une plus grande hétérogénéité des carrières en début, faire que les commissaires travaillent plus avec les officiers, avec les gardiens, et que la formation dès le départ soit plus mélangée entre les corps. Alors je me demande si vous n'avez pas posé quelque chose sur votre micro, parce que tout d'un coup votre voix est très sourde. Vous expliquez qu'en fait dans la formation de policiers, les différents corps de police qui vont être amenés à travailler ensemble pendant
des décennies, en fait, ne sont pas formés ensemble, ou très peu. C'est bien ça? Oui. Ça a toujours été. Les commissaires sont formés, ont leur propre cursus de formation initiale en école, dans leur école. Idem pour les officiers, idem pour les gardiens. Alors, euh, petit bémol, tout petit bémol, très rapidement, il commence à y avoir actuellement, mais c'est tout nouveau, hein, il commence à y avoir des modules en début de formation où pendant une semaine ou 15 jours, on mélange des publics, notamment entre les commissaires et les officiers. Alors, est-ce que c'est précurseur d'un corps unique? Ça, il est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, c'est un tout début. C'est mille choses à te dire, dont je parlerai après la pause quand on se quittera, parce que j'ai eu le plaisir de le croiser à la manifestation de samedi, mais il rappelle quelque chose, c'est que la lumière est un peu faible dans les écoles de formation en France, puisque, dit-il, en France on devient flic armé en 8 mois, maximum un an, contre 2 ans et demi par exemple en Allemagne. C'est un vrai problème, je trouve, dit-il, et ça illustre un recrutement accru de policiers pour le maintien de l'ordre depuis quelques années. Moi, je serais plutôt dans le sens d'une augmentation en temps de la formation. Maintenant, euh, attention aux comparaisons européennes. D'abord, comparaison des paraisons, et en plus, je parlais tout à l'heure de la dimension constitutionnelle du devoir de police. La majorité, la plupart des polices européennes n'ont pas été construites et instruites sur le modèle de la police républicaine centralisée française au service de l'État, même si elle doit être au service du peuple. Donc, ils ont une vision de l'utilisation des policiers qui est tout à fait différente et de ce fait demandent une formation qui, notamment sur les sciences humaines et sociales, est beaucoup plus renforcée que la formation française. En ce On est bien d'accord. En France, ça n'existe pas. Je vous parle non, même pas non, de Bourdieu. non, non, En école de police, il n'y a rien sur la sociologie. rien du tout. Rien du tout. De façon institutionnelle, dans les programmes, il n'y a pas de sciences humaines et sociales dans la formation des policiers. Je le dis, et c'est peut-être la seule chose sur laquelle je serai militant, les policiers français ont une formation qui, à la base, est trop sur le juridique. Et qu'ils ont cette vision binaire, si je puis dire, du bien ou du mal. La société, vous avez les, gens, les méchants et vous avez les gentils. Vous parliez de classe laborieuse, classe dangereuse tout à l'heure. Eh bien, parlons, si vous voulez, de Robert Castel et de son livre sur l'insécurité sociale. Voilà tout un pan qui pourrait être criminologique ou criminologisé et qui n'est pas regardé dans la formation des policiers, parce qu'encore une fois, d'un côté, j'ai la gentille victime et d'autre côté, le vilain braqueur. Sauf que la réalité est autre et que, si vous voulez, les prémices, qu'on les écrive avec 2 S ou avec un C, ce sont des choses qui sont ignorées du monde policier. Et je crois et je crains que les jeunes policiers aujourd'hui ne soient pas suffisamment armés pour avoir à faire Intellectuellement, vous face. voulez dire armé intellectuellement. Oui, 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 bien évidemment. Soient pas armés intellectuellement, donc pour faire face à des situations dont ils n'ont pas la solution. Le policier n'a pas la solution pour loger les sans domicile fixe. Le policier n'a pas la solution pour donner à manger aux gens qui sont sous le seuil de pauvreté. Le policier, bon, vous voyez ce que je veux dire. Comme ça fait déjà 2 heures que je vous tiens, je vais quand même bientôt vous lâcher, Jean-Michel, mais j'ai quand même quelques questions du chat que je voudrais vous poser. Il y a Unexpected qui vous demande est-ce que la gestion des émotions est enseignée aux policiers? Comme aurait dit ma directrice de thèse, c'est esquisse d'un survol. Bubu Radical vous demande est-ce que le fait de ne pas introduire de sciences humaines ou sociales n'empêcherait pas, enfin créerait peut-être une aliénation aboutissant à un manque de sens qui ferait que certains policiers iraient au suicide? Pour moi, oui, mais vous posez la question à moi, je ne peux que vous répondre oui, bien évidemment. Hein. De Mizou Mizou, j'ai une question une vraie question, dit-elle ou dit-il, je ne sais pas, sur la défiance des policiers à l'égard des magistrats. Donc on revient une heure en arrière. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de lutte de classe inconsciente là-dedans? Alors, 2 choses. Défiance, non, c'est pas le terme. Hein. Sur l'évocation d'une possibilité de lutte de classe, dans certains cas, je pense que oui. Je pense que oui. Expliquez-moi pourquoi vous ne reviendrez pas au poste.
Vous avez l'air de dire que c'était pas possible. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que vous êtes sans doute un des derniers à qui je parle de police dans le cadre de la recherche, parce que je ne m'intéresse pas qu'à la police. C'est vrai que la police reste un objet sale de la recherche et qu'elle elle se dérobe au projet de connaître, même si aujourd'hui il y a de plus en plus de chercheurs qui travaillent sur la police. Bon. Mais non, non, le sujet m'intéresse toujours, mais il y a aussi beaucoup d'autres sujets qui m'intéressent, donc il faut se garder du temps pour aller investiguer d'autres endroits. Et la musique va me prendre aussi beaucoup de temps. Donc, Ah, quel genre de musique? Attendez, quel genre de musique là? le Expliquez-nous. jazz. Ah, le jazz. Et je voudrais vous citer une phrase qui pour moi reste très importante dans ce domaine. Et ce serait bien qu'on termine là-dessus d'ailleurs. Marie-France Monégé-Guyovarch, Voilà. qui a été la dernière patronne avant Brigitte Julien de l'IGPN, et qui avant s'occupait, c'est une commissaire, et qui avant s'était occupée de la communication Place Beauvau. Tout à fait. Et qui a été aussi longtemps la formation. Et lorsque je lui ai posé la question de la réforme de la police, elle m'a dit une chose dans laquelle je crois très très sincèrement, tant que les policiers sont persuadés de réussir tout seul, on n'avancera pas. Pour clore sur le jazz, je vais faire un petit peu de pub. Allez sur Couleur Jazz, sur le site couleurjazz.fr, et vous y lirez toutes mes chroniques de jazz, puisque je fais également de la critique de jazz. Voilà. Attendez, on va faire ça en direct. C'est une radio et j'ai une vingtaine ou une trentaine de chroniques récentes dans tous les styles. Voilà. Merci beaucoup Jean-Michel. Je vous dis à la revoyure. On vous libère. Merci d'avoir pris le temps de nous parler de la PJ. On n'a pas beaucoup parlé des RG, mais enfin j'ai senti que vous n'aviez pas très envie d'en parler. Je vais me renseigner avant de vous interroger là-dessus et sur la formation. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.